Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet et vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, on reprend enfin, après cette interlude très politique, mais donc on reprend la série de podcasts qu'on avait entamé fin mai consacrée au stoïcisme. Il y a quelques semaines, donc on avait fait d'abord un épisode un peu biographique consacré à Sénèque et Néron, puis en juin on avait évoqué les lettres à Lucilius, probablement le dernier ouvrage écrit par Sénèque avant sa mort, et donc aujourd'hui je voulais qu'on remonte un peu aux origines du stoïcisme, parce qu'en fait quand on parle de stoïcisme en général, on parle de celui qui a été le mieux préservé, à savoir le stoïcisme impérial, donc en fait avec en gros Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, mais en réalité comme vous le savez, le stoïcisme c'est un courant de pensée que ses auteurs ont hérité des Grecs, et à son origine on retrouve un philosophe, ou plus exactement deux philosophes, Zénon et Cratès. Donc Cratès de Thèbes, c'est pas un stoïcien, c'est un cynique, mais il a été en fait le maître de Zénon de Kition, qui deviendra le fondateur du stoïcisme. Et donc aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler, dans un épisode qui va un peu ressembler du coup à celui sur Sénèque et Néron par certains aspects, avec des composantes biographiques, mais évidemment on va aussi se pencher sur les idées, et notamment sur les points de convergence et de divergence entre Zénon et Cratès au niveau de la philosophie, et donc en fait on va se pencher sur la filiation entre cynisme et stoïcisme. Alors pour commencer par le côté biographie, et pour situer un petit peu la temporalité, Cratès de Thèbes est né environ en 365 avant notre ère, et il était plus âgé d'environ une trentaine d'années que Zénon, qui lui est né aux alentours de moins 334, donc ce sont deux philosophes du 4e siècle avant Jésus-Christ, et se sont rencontrés à Athènes, probablement peu de temps après l'arrivée sur place de Zénon. Pour info, Cratès donc venait de Thèbes, et on ne sait pas précisément ni quand ni comment il est arrivé à Athènes, et Zénon venait de Kition, qui était une cité phénicienne de l'île qu'on appelle aujourd'hui Chypre. Et en ce qui le concerne, il est arrivé à Athènes visiblement un peu par accident, à la suite d'un naufrage maritime. Sachant que Zénon, à cette époque, il avait aux alentours de la vingtaine, la trentaine maximum, était encore exportateur de ce qu'on appelle le pourpre de Tyr, qui est un pigment violet extrait par les Phéniciens à partir d'un genre de murex, qui sont en gros des escargots de mer, et donc probablement aux alentours de moins 312, Zénon fait naufrage en mer Méditerranée et rejoint Athènes, et il décide de s'y établir. Et c'est là que par la suite il rencontrera Cratès de Thèbes qui deviendra son mentor. Alors il est difficile de dater précisément leur rencontre, cela dit on a une source qui nous les décrit, et on va justement faire tout de suite un point sur les sources, j'en ai deux principales pour cet épisode, un petit peu Persaios qui était un disciple de Zénon, mais surtout Diogène Laërce, qui est un biographe du 3e siècle après Jésus-Christ, donc quand même bien plus tard, dont on ne connaît pas l'origine géographique exacte, il venait peut-être de Cilicie, ce qui correspond à une région de l'actuelle Turquie. En tout cas, grâce à Diogène Laërce, on a accès à de nombreux éléments sur Cratès et Zénon, puisqu'il leur a consacré des chapitres dédiés dans son ouvrage le plus important, un recueil philosophique et biographique qui porte sur de nombreux penseurs de l'Antiquité, les vies, doctrines et sentences des philosophes illustres. Donc on va s'appuyer principalement là-dessus, et il faut bien garder en tête qu'on est en fait un peu obligé de s'en remettre à une source qui a plusieurs siècles d'écart avec les intéressés, parce que on a perdu énormément de choses qui datent de ces périodes. Comme dit plutôt, le seul stoïcisme dont on a gardé des ouvrages entiers, c'est le stoïcisme impérial, donc plutôt de la période romaine, mais en réalité, Zénon a écrit des traités et des essais, ils ont juste été malheureusement perdus. Quoi qu'il en soit donc, la légende veut qu'une fois établi à Athènes, Zénon, qui était déjà visiblement amateur de philosophie, se soit rendu un jour chez un libraire pour y lire de la philo, et qu'en sortant, il soit tombé nez à nez avec Cratès. Alors à mon avis c'est très romancé, mais c'est ce que nous en dit Diogène Laërce dans les vies, doctrines et sentences des philosophes illustres, et je vous lis justement tout de suite l'extrait en question, qui est tiré du livre 7, et qui raconte comment Zénon est devenu le disciple de Cratès. Je cite. « Il devint donc l'élève de Cratès dans les circonstances suivantes. Alors qu'il importait de la pourpre de Phénicie, il fit naufrage près du Pirée. Étant monté à Athènes déjà âgé de 30 ans, il s'assit chez un libraire. Comme celui-ci faisait lecture du 2e livre des Mémorables de Xénophon, charmé, il demanda où vivaient de tels hommes. Cratès se trouva à passer juste au bon moment. Le libraire le lui désigna et dit « C'est lui qu'il te faut suivre ». De ce jour, il devint auditeur de Cratès, manifestant de façon générale une grande ardeur à l'égard de la philosophie, bien qu'il éprouvât de la honte devant l'impudeur cynique. Alors gardez en tête les derniers mots sur la honte et sur l'impudeur cynique, parce qu'on va y revenir pas mal, mais donc ici on voit une histoire qui semble un petit peu enjolivée, en tout cas de mon point de vue, mais qui raconte cette première rencontre entre Zénon et Cratès. Effectivement, Zénon avait un penchant pour la philosophie, et donc je ne sais pas s'il est vraiment tombé comme ça sur Cratès, mais en tout cas il est devenu, ensuite de son arrivée à Athènes, le disciple du cynique. Et ici il nous faut donc faire un premier point sur l'école du cynisme. Son représentant le plus connu, c'est sans aucun doute Diogène. Diogène de Sinope, rien à voir avec Diogène Laërce. Et pour faire court, l'un des traits les plus saillants de la façon dont vivaient les cyniques, c'est que, pour se détacher de toute forme d'ego mal placé, et d'un attrait pour les biens matériels, ils vivaient pas mal dans le dénuement. On connaît Diogène et son fameux tonneau, qui d'ailleurs en fait était plutôt une grosse jarre en terre cuite, et Cratès était sur une ligne philosophique assez proche. Je vous lis de nouveaux extraits des vies, doctrines et sentences des philosophes illustres de Diogène Laërce que j'ai édité pour plus de clarté à ce sujet. Je cite. Cratès, fils d'Ascondas, Thébain. Lui aussi faisait partie des élèves illustres du chien. Hippobote toutefois dit qu'il fut l'élève non de Diogène, mais de Bryson d'Archaïe.
D'après les successions d'Antisthène, c'est pour avoir vu dans une tragédie Télèphe qui portait un petit panier et qui traînait par ailleurs un air de misère qu'il s'élança vers la philosophie cynique. Diogène, à ce que dit Dioclès, le persuada d'abandonner ses terres à la pâture des moutons et de jeter à la mer l'argent qu'il pouvait avoir. Fin de citation. Et je vous donne donc ces éléments pour souligner ce que je disais plus tôt, à savoir chez les cyniques, la recherche d'une vie ascétique très austère, liée à une volonté de renforcer son caractère. Je vous lis un nouvel extrait qui intervient un peu plus loin, dans lequel ce dernier point sur la recherche de l'endurcissement est particulièrement apparent. Et ici on va découvrir les exercices pratiques auxquels se livrait Cratès. Je cite. Un jour qu'il avait irrité le joueur du cithare Nicodromos, ce dernier lui mit un œil au beurre noir. Cratès plaça alors sur son fond un petit écriteau sur lequel il inscrivit « Signé Nicodromos ». Il invectivait de propos délibérés et courtisanes, s'exerçant ainsi lui-même à supporter les injures. Et donc là, on voit très clairement un parallèle important qu'on peut faire avec le stoïcisme, la volonté d'apprendre à supporter les injures, et ça c'est quelque chose qu'on retrouvera chez tous les stoïciens, y compris bien plus tard avec par exemple cet extrait du manuel d'Épictète, dans lequel il nous enjoint exactement à ça, ne pas perdre son sang-froid face aux insultes. Je cite. « Quand un homme te fait du tort ou parle mal de toi, souviens-toi qu'il juge qu'il est de son devoir d'agir ou de parler ainsi. Il est donc impossible qu'il suive ton sentiment, et il ne peut suivre que le sien, de sorte que, s'il juge mal, il ne nuit qu'à lui-même et vit seul dans l'erreur. De même, lorsque quelqu'un tient pour fausse une proposition qui est vraie, ce n'est pas la proposition qui en souffre, mais celui qui s'est trompé. Pars de ses principes, et tu supporteras aisément celui qui t'injurie, répète à chaque fois, il en a jugé ainsi. » Fin de citation, donc voilà pour cette première similarité entre cynisme et stoïcisme, mais donc pour en revenir à notre ami Cratès de Thèbes, il avait adopté un mode de vie comparable à celui de Diogène, et qu'il partageait d'ailleurs avec sa femme, parce que oui, Cratès était marié à Hipparchia, qui était une femme d'origine thrace, donc la Thrace ce sont des régions grecques qui aujourd'hui sont à cheval sur la Grèce contemporaine, la Bulgarie et la Turquie côté Istanbul. Quoi qu'il en soit donc, comme Diogène qui par exemple se masturbait en public, Cratès et Hipparchia n'avaient aucune pudeur et n'hésitaient pas à avoir des rapports intimes en public aussi. Là encore, il faut comprendre que cet aspect très transgressif et provocateur, c'est lié à une volonté de se détacher des sentiments de fierté mal placés, d'ego, etc. Et c'est pour ça que les cyniques vivaient comme ça. D'ailleurs, vous avez sans doute noté que dans un extrait que je vous ai lu plus tôt, je dis que Cratès faisait partie des élèves du chien, savoir Diogène, puisque c'était son surnom. Et effectivement, les cyniques avaient pour but de vivre comme des chiens, et d'ailleurs c'est ce que veut dire le mot à l'origine. En grec ancien, le mot pour chien c'est kion, K-Y-O-N, et c'est ça qui donnera kinikos, qui veut dire peu ou prou comparable au chien. Et c'est sans doute sur ce point que la vraie différence se situe entre les cyniques et les stoïciens. Zénon, et je vais vous lire un extrait à ce sujet, était assez mal à l'aise avec cet aspect de la philosophie de son maître. Apprendre à supporter les épreuves de la vie, il était tout à fait favorable, mais pas forcément de cette manière-là. Ce qui n'a pas empêché Cratès de lui imposer quelques épreuves un peu humiliantes dans le but de le rapprocher du mode de vie cynique. Et je vais reprendre ici à la fin d'un des passages que je vous ai lu plus tôt, des vies, doctrines et sentences des philosophes illustres, parce que la suite est intéressante au regard de ce qu'on vient d'évoquer. Gardez en tête que dans ce passage, c'est Zénon. Je cite. « De ce jour, il devint auditeur de Cratès, manifestant de façon générale une grande ardeur à l'égard de la philosophie, bien qu'il éprouvât de la honte devant l'impudeur cynique. C'est pourquoi Cratès, qui voulait le guérir de cela aussi, lui donne une marmite de purée de lentilles apportée à travers le céramique. En voyant qu'il était honteux et cherchait à recouvrir l'objet, d'un coup de son bâton, il brise la marmite. Comme Zénon s'enfuit et que la purée de lentilles lui coule le long de la jambe, Cratès lui dit « Pourquoi fuis-tu, petit Phénicien ? Tu n'as subi rien de terrible. » Alors 2-3 précisions, le céramique avec un C majuscule c'est le quartier des potiers à Athènes, et deuxième point, la purée de lentilles c'est important, c'était le plat du pauvre en fait à l'époque. Et donc se balader avec une marmite de lentilles c'était quasiment comme crier haut et fort je suis dans le besoin. Ce qui n'était pas du tout du goût de Zénon qui était beaucoup plus conventionnel que son maître, et donc ici Diogène Laërce nous montre la pudeur de Zénon, avec laquelle on peut être d'accord ou pas, mais qui explique sans doute pourquoi le stoïcisme a pris une voie différente du cynisme. Je l'ai déjà dit il y a quelques semaines, mais dans un podcast de la BBC à ce sujet, un intervenant disait que le stoïcisme, c'est du cynisme pour les timides. Et je pense que c'est assez vrai. Parce que, hormis cet aspect-là, les parallèles sont nombreux. Et en particulier, l'un des points communs les plus importants est, je crois, celui de l'éthique. Puisque aussi bien les cyniques que les stoïciens proposent des philosophies pratiques qui ont pour objectif d'aider ceux qui les étudient à vivre une vie meilleure et plus heureuse. On en vient ici à l'eudémonisme, qui est un terme que je rabâche un peu sur la chaîne et dans le podcast. L'eudémonisme, E-U-D-E-M-O-N-I-S-M-E, c'est un terme qu'on associe à Aristote parce qu'il est un peu la figure de proue de cette notion, eudaimonia en grec, notion donc selon laquelle l'objectif principal de la philosophie c'est la quête du bonheur. C'est ce qu'on appelle en philosophie morale l'éthique de la vertu. Parce que immanquablement, les penseurs et les traditions eudémonistes enjoignent chacun à la vertu comme un moyen de parvenir au bonheur. Et effectivement, aussi bien chez les cyniques que chez les stoïques, on recherche la vie vertueuse par une forme de développement personnel, je pense qu'on peut le dire, et c'est assez apparent dans les enseignements de Cratès. Et justement, j'ai un nouvel extrait de Diogène Laërce à vous lire à ce sujet, c'est dans le chapitre consacré à Cratès, et en l'occurrence, ça semble venir d'un texte de Zénon, puisque dans ce passage, Laërce fait référence directe au cri,
C-H-R-I-E-S, qui est un mot grec qui désigne un genre d'aphorisme, on va dire, et visiblement Zénon en a écrit à l'époque. Bref, je vous lis l'extrait en question. Zénon de Kition, dans ses cris, dit que Cratès cousit un jour à son manteau élimé une peau de mouton, sans se soucier de l'effet produit. De plus, il n'était pas beau à voir, et quand il faisait de la gymnastique, on se gaussait de lui. Il avait coutume de dire en levant les mains « Aie confiance, Cratès, dans tes yeux et le reste de ton corps. Ces gens qui se moquent de toi, tu les verras d'ici peu tous tordus par la maladie, enviant ton bonheur et se reprochant leur paresse. » Fin de citation. Et donc je voulais vous lire cet extrait pour souligner plusieurs choses, mais en premier lieu, le côté philosophie pratique, voire développement personnel, si on veut être taquin, des enseignements de Cratès. Et c'est aussi vrai de tous les stoïciens. Mais par ailleurs, au regard de ce passage, il me semble qu'il est difficile de nier une similarité importante entre sa pensée à lui et justement celle des stoïciens en général. Et si vous lisez, que ce soit le manuel d'Épictète dont on a parlé plus tôt, ou les pensées de Marc Aurèle, ou même toute l'œuvre de Sénèque, tout ça c'est bien plus tardif, mais vous verrez quand même des prescriptions finalement assez similaires. Et encore une fois, la différence principale, c'est plutôt une différence de méthode. Les stoïciens ne vivent pas comme des marginaux, et ne méprisent pas comme le font les cyniques les conventions morales et sociales de leurs contemporains. Et c'est sans doute en partie ce qui a poussé Zénon à développer son propre courant et à fonder l'école du Portique. Et justement, Diogène Laërce, dans ses Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres, il mentionne justement le départ en fait de Zénon du cynisme et la création du stoïcisme. Je cite. Au reste, les gens venaient écouter Zénon, et c'est pourquoi ils furent appelés ceux du Portique, comme le furent aussi les philosophes issus de lui, bien qu'ils eussent été tout d'abord appelés zénoniens, comme le dit aussi Épicure dans ses lettres. Et auparavant étaient appelés stoïciens les poètes qui exerçaient sous ce portique, comme le dit Eratosthène dans le 8e livre de son ouvrage sur l'ancienne comédie, ce sont eux qui ont rendu célèbre l'expression. Donc là, ça peut vous paraître un peu aléatoire, le portique en question, on peut encore voir ses restes archéologiques aujourd'hui à Athènes, c'était le portique peint ou portique des peintures, raison pour laquelle on appelle parfois le stoïcisme l'école du portique, puisque c'est à cet endroit que Zénon donnait ses cours, et en grec ancien, cet endroit s'appelait la stoa poikile, stoa donc étant le mot pour portique. Et c'est de là que vient le terme stoïcisme. Et visiblement, comme le dit Diogène Laërce, eh bien avant qu'on fasse de la philosophie à cet endroit, il y avait des poètes sous ce portique, qu'on appelait eux-mêmes stoïciens. Ceux de la stoa, ceux du portique. Quoi qu'il en soit, donc c'est à cet endroit que Zénon a fondé ce qui deviendra donc un courant à part du cynisme, dans une certaine mesure. Et pour insister encore une fois en conclusion sur la différence majeure entre ces deux écoles de pensée, je voulais vous lire un extrait d'un article de Bernard Colette, intitulé « Honte et retenue dans la Stoa ». Alors moi je l'ai trouvé sur cairn.info, mais à la base il est paru en 2017 dans la revue de philosophie ancienne. Je mettrai sur YouTube un lien en description si ça vous intéresse. Et en tout cas moi je trouve qu'il est assez passionnant parce que justement l'article souligne très bien la différence pour les stoïciens entre la honte, qui est une émotion négative dont il faut se départir, et la retenue, qui est une vertu qu'il faut encourager. Je vous lis un extrait de la conclusion de l'article, je cite. Malgré la critique de la honte et à travers elle celle des effets néfastes de la vie dans les petites cités, les stoïciens n'ont jamais renoncé au modèle social pour analyser l'excellence humaine. Non seulement l'exhortation à fuir la société des hommes que l'on trouve chez Sénèque s'accompagne d'une mise en garde contre les dangers de la solitude, mais la solitude elle-même est comprise comme un rapport de soi à soi. L'homme n'est en vérité jamais vraiment seul, même quand il s'est retiré de la société des autres hommes. Il vit en compagnie de quelqu'un, en l'occurrence lui-même. Voilà qui explique pourquoi la retenue, l'analogue positif de la honte chez le sage, a une forme réflexive, celle d'un respect pour soi-même, c'est-à-dire en dernière analyse, d'un respect pour la raison elle-même quand elle est droite, quand l'âme s'est purifiée des passions nées de la vie dans les petites cités. Contrairement à l'homme du commun, qui ne règle son action et ses jugements que sur celles et ceux des autres hommes, vivant dans un état perpétuel d'aliénation, le sage est le seul à imposer une mesure à ses impulsions basée sur son propre jugement, le jugement de la raison. Fin de citation. Et voilà donc pour ces éléments de contexte qui devraient un petit peu clarifier la naissance du courant stoïcien et ses liens et différences avec le cynisme. J'espère que l'épisode vous aura plu. De mon côté, petite annonce d'absence, je vais prendre un peu de vacances entre la fin juillet et la mi-août, donc pas de parution ni sur la chaîne ni dans le podcast pour les prochaines semaines, et du coup on se retrouve a priori le 18 août sur YouTube, probablement avec un épisode pop culture consacré à la philosophie de la série de films Alien, puisque le 14 août sort le nouvel opus de la saga initiée en 1979 avec le film magnifique de Ridley Scott. Pour la franchise, c'est donc une sortie estivale qui s'appelle Alien Romulus en l'occurrence, et oui, il y a des choses à dire philosophiquement sur ces œuvres cinématographiques. D'ici là donc, prenez soin de vous, profitez de vos vacances si vous avez la chance d'en prendre, restez curieux et à bientôt dans Nouveau Paradigme. Si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez attribuer une note et suivre Nouveau Paradigme sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube, ou bien vous pouvez simplement le partager à vos amis et vos proches, le bouche à oreille aide toujours. Enfin, vous pouvez financer le podcast en vous rendant sur ma page Patreon ou Tipeee, et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci, c'est vraiment grâce à vous que mon travail peut continuer à exister et se pérenniser.